Cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec l'association Addiction France, qui sensibilise aux dangers des paris sportifs et révèle des chiffres alarmants chez les jeunes. On vous en parle en fin de vidéo. C'est une nouvelle journée de mobilisation en France qui devrait réunir des centaines de milliers de personnes ce jeudi 18 septembre, selon les services de renseignement. Cette journée pourrait devenir le plus grand rassemblement en France depuis les manifestations contre la réforme des retraites en 2023. Mais alors, quelles sont les revendications des syndicats et à quoi faut-il s'attendre? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo s'absente au moins mercredi et jeudi. C'est donc le sujet à la une de nos actus du jour. Les syndicats CFDT, CGT, Force ouvrière, CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, la FSU et Solidaire ont tous appelé à la mobilisation ce jeudi 18 septembre 2025. Comme je le disais, c'est la première fois depuis le 6 juin 2023, date de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, que l'intersyndicale, donc un ensemble de syndicats que je viens de vous citer, s'unit de la sorte. À l'heure où on tourne ces actus du jour, les autorités estiment que la participation sera nettement plus élevée que le 10 septembre dernier, qui avait rassemblé entre 175 000 manifestants selon le gouvernement et 250 000 manifestants selon la CGT, le premier syndicat du secteur public en France. Pour ce 18 septembre, les services de renseignement estiment à 400 000, voire plus de 800 000 manifestants ce jeudi et à ce stade. D'ailleurs, environ 250 rassemblements ont déjà été déclarés sur l'ensemble du territoire français selon les syndicats. De nombreux secteurs devraient être concernés, allant des pharmaciens aux kinés jusqu'à l'enseignement et les transports en commun. La FSU SNU-IPP, le premier syndicat du primaire, prévoit qu'un tiers des enseignants des écoles maternelles et élémentaires seront en grève ce jeudi. La circulation des trains devrait être aussi perturbée dans toute la France, en particulier les intercités et les TER. Aucun métro parisien, à l'exception des lignes automatiques, donc la 1, la 4 et la 14, ne circulera en dehors des heures de pointe, selon la SNCF et la RATP. Si vous souhaitez un détail plus précis des perturbations, rendez-vous sur notre compte Instagram, on en a fait un Reels. Mais alors, d'où vient cette mobilisation qui s'annonce aussi massive? Eh bien, selon les syndicats, l'objectif est de manifester pour contester les mesures budgétaires annoncées cet été par l'ancien Premier ministre François Bayrou et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'heure pas écarté. Si vous n'aviez pas suivi, le gouvernement a pour ambition de trouver près de 44 milliards d'euros d'économies afin de diminuer la dette publique française, mais les syndicats dénoncent des restrictions d'une brutalité sans précédent. Parmi ces mesures, la mise en place d'une année blanche en matière de dépenses publiques en 2026. Concrètement, ça signifie que les prestations sociales, comme les pensions de retraite ou encore l'allocation chômage, pourraient être maintenues au niveau de 2025, sans augmentation donc, même en cas d'inflation, donc de hausse générale des prix, ce qui mènerait très probablement à une baisse du pouvoir d'achat des Français en 2026. Autre mesure voulue par le gouvernement, le doublement des franchises médicales. La franchise médicale, c'est ce que doit payer l'acheteur de sa poche et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le gouvernement veut donc doubler ce montant en faisant passer le reste à charge pour l'acheteur de 1 à 2 euros par boîte de médicaments et de 2 à 4 euros pour les consultations chez le médecin. Alors attention, ces mesures ne sont pas encore adoptées et il en existe d'ailleurs beaucoup d'autres avec toujours pour but de diminuer les dépenses de l'État. L'objectif avec cette journée pour les syndicats, c'est donc de faire peser la balance pour que de telles réformes ne soient pas votées. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le week-end dernier renoncer à la suppression de 2 jours fériés, en l'occurrence le lundi de Pâques et le 8 mai, pour faire des économies. C'était une mesure très impopulaire, défendue par François Bayrou notamment. Mais selon Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat de la CGT, je cite, « À part la suppression des 2 jours fériés, Sébastien Lecornu n'a renoncé à rien dans le musée des horreurs qu'Emmanuel Macron avait prévu dans son projet de budget. » Pour Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui est le premier syndicat dans le secteur du privé, l'abandon de la suppression de 2 jours fériés est une première bonne nouvelle, mais il reste beaucoup à faire pour équilibrer le budget. Au-delà de sa contestation contre le budget 2026, l'intersyndicale réclame également des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics, donc par exemple pour l'hôpital ou l'éducation nationale, des investissements dans une transition écologique juste, la réindustrialisation de la France, des mesures contre le licenciement, la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, et enfin l'abandon de la retraite à 64 ans. Si vous n'aviez pas suivi, l'âge de départ à la retraite va progressivement passer de 62 à 64 ans, et ça a déjà été adopté. Les représentants syndicaux dénoncent globalement l'injustice des mesures défendues par le gouvernement, en affirmant qu'il fait toujours payer la crise aux mêmes personnes de la fonction publique, et en épargnant notamment les Français les plus aisés. Cette fois-ci, contrairement au mouvement du 10 septembre, qui est né sur les réseaux sociaux et qui était un mouvement apolitique, la mobilisation du 18 septembre est, elle, lancée à l'initiative des syndicats. Elle devrait donc être suivie beaucoup plus massivement. Au micro de BFM TV RMC, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a annoncé s'attendre à une mobilisation très forte et a promis d'y répondre massivement. Toujours selon lui, environ 80 000 forces de l'ordre seront mobilisées sur tout le territoire
soir, soit le même nombre que lors des manifestations du 10 septembre. À cela s'ajoutent 10 engins lanceurs d'eau et 24 Centaures, des véhicules spécialisés blindés de la gendarmerie pour faire face aux situations d'émeutes urbaines. Selon de nombreux analystes, il s'agit d'un dispositif jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes de 2019, à voir si d'autres grèves et manifestations seront organisées après celles de demain. De notre côté, évidemment, on suivra les mobilisations sur cette chaîne et sur nos différents comptes sur Instagram et TikTok. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Dans la bande de Gaza, 108 personnes ont été tuées ce mardi par l'armée israélienne et 17 dans le début de la journée de ce mercredi, selon l'agence de presse palestinienne Wafa, citée notamment par Le Monde. De son côté, la défense civile de Gaza, qui est un organisme de premier secours qui opère sous l'autorité du Hamas, parle d'au moins 46 personnes tuées ce mardi et de 12 autres ce mercredi matin. L'armée israélienne a quant à elle affirmé ce mercredi, je cite, avoir frappé plus de 150 cibles terroristes dans toute la ville de Gaza au cours des 2 derniers jours. En fait, ce mardi, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre majeure à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien. L'objectif déclaré, c'est de démanteler les infrastructures du Hamas et de créer les conditions pour libérer les 48 otages israéliens encore détenus, dont une vingtaine seraient encore en vie. Et alors que l'armée israélienne appelle les civils à évacuer Gazaville, elle a annoncé l'ouverture d'une nouvelle route de passage temporaire ouverte pendant 48 heures du 17 au 19 septembre. L'objectif est de permettre aux habitants de Gazaville de fuir vers le sud de l'enclave palestinienne. À noter que l'opération est largement condamnée à l'international. La France a par exemple demandé à Israël de mettre fin à cette campagne destructrice qui n'a plus de logique militaire. De son côté, la Chine a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable pour éviter une aggravation de la crise humanitaire. Deuxième actu, en France, 3 associations de consommateurs ont décidé d'attaquer l'État en justice pour carence dans le Dieselgate, une affaire de fraude massive dans l'industrie automobile qui a éclaté en 2015. Ces 3 assos, ce sont France Nature Environnement, la CLCV et l'ONG anglo-saxonne Client Earth. L'affaire avait débuté avec le groupe automobile Volkswagen qui a reconnu avoir équipé 11 millions de véhicules d'un logiciel truquant les tests d'émissions pour les faire paraître moins polluants. Les moteurs diesel contribuent fortement à la pollution de l'air à cause de leur émission d'oxyde d'azote et de particules fines. Des enquêtes ont ensuite montré que d'autres constructeurs, dont Renault, PSA, Fiat Chrysler ou Opel, avaient aussi commercialisé des modèles équipés de logiciels de trucage. Et donc concrètement, les associations reprochent à l'État de n'avoir pas retiré de la circulation les centaines de milliers de voitures concernées en France et veulent le contraindre à le faire. À noter que plus de 16 000 décès prématurés depuis 2009 en France seraient liés aux émissions excessives des véhicules diesel, selon le Center for Research on Energy and Clean Air, un organisme indépendant spécialisé dans la pollution atmosphérique. Troisième actu, sans réchauffement climatique, entre 15 000 et 17 864 décès auraient pu être évités cet été dans les principales villes européennes, selon les premières conclusions d'une étude menée par des chercheurs britanniques. À noter qu'il s'agit d'un travail préliminaire aux résultats encore provisoires. Alors concrètement, les auteurs de l'étude se sont centrés sur 854 villes européennes et ils en ont conclu que le changement climatique a été à l'origine de 68% des 24 400 décès liés à la chaleur cet été. Pour vous donner une idée, le réchauffement climatique a contribué cet été à plus de 800 morts à Rome, plus de 600 à Athènes et plus de 400 à Paris. Cet été a d'ailleurs été le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs pays, dont l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Les fortes chaleurs peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé. Elles favorisent la déshydratation, perturbent le sommeil et aggravent certains troubles, notamment cardiovasculaires. Les personnes âgées, plus vulnérables, sont particulièrement exposées à ces risques. À noter que ce type de phénomène météorologique extrême risque de devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus intense dans les années à venir à cause du changement climatique. Quatrième actu, aux États-Unis, Tyler Robinson, le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur et proche de Donald Trump Charlie Kirk, risque la peine de mort. C'est en tout cas ce que va réclamer le procureur qui est chargé de représenter l'État et de mener l'accusation, comme il l'a annoncé ce mardi. Depuis le début de l'année, 30 personnes ont été exécutées aux États-Unis, soit le plus grand nombre depuis 2014. La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 États américains. Dans 3 autres États, à savoir la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, les exécutions sont temporairement suspendues. Et donc pour en revenir à Tyler Robinson, il est visé par 7 chefs d'accusation, dont celui d'assassinat. Selon le procureur, il a justifié son acte par, je cite, la haine véhiculée par Charlie Kirk. Lundi, le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que l'ADN découvert près du lieu du meurtre de Charlie Kirk correspondait à celui du suspect arrêté par les autorités. La date du procès de Tyler Robinson n'est pas encore connue, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, au Royaume-Uni, plusieurs militants anti-Trump ont projeté ce
mardi soir des images de Donald Trump et du prince Andrew aux côtés du criminel sexuel Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, l'une des résidences principales du roi Charles III, où le président américain était attendu ce mercredi. Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire américain qui s'est suicidé en prison avant d'être jugé pour trafic sexuel de mineurs. Et si les deux hommes sont affichés côte à côte, c'est parce que le Wall Street Journal a révélé récemment l'existence d'une lettre à connotation sexuelle destinée à Epstein, rédigée en 2003 et attribuée à Donald Trump, qui dément en être l'auteur. Cette affaire embarrasse le président, qui a longtemps été proche du financier avant de s'en éloigner. En tout cas, la police a arrêté et placé en garde à vue 4 personnes suspectées d'avoir réalisé la projection. À noter que des milliers de manifestants ont prévu de protester à Londres contre la visite de Donald Trump au Royaume-Uni. Le président doit rencontrer le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer. Et on finit avec cette actu, ChatGPT développe actuellement un système capable de déterminer si un utilisateur est majeur, c'est ce qu'a annoncé son créateur ce mardi. L'objectif, c'est de proposer une expérience adaptée à l'âge de l'utilisateur. Le chatbot bloquera par exemple les contenus sexuels explicites, n'abordera pas le suicide et évitera tout propos séducteur. En cas de doute sur l'âge de l'utilisateur, l'expérience mineure sera appliquée par défaut, mais des moyens seront prévus pour que les adultes puissent confirmer leur âge. Dans certains cas ou pays, une pièce d'identité pourrait être demandée, a précisé le patron d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, sans donner plus de détails. Alors la date de lancement de ce système n'est pas encore connue, mais il viendra compléter le contrôle parental annoncé début septembre et qui sera lancé à la fin du mois. Comme on vous le disait, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Addiction France, une association à but non lucratif qui prend la parole en ce moment pour prévenir des risques liés aux paris sportifs. Et ces risques sont bien réels. Selon l'association, 70% des personnes suivies pour des problèmes de jeu d'argent déclarent être endettées auprès de leur banque. Le problème, c'est que les paris sportifs et tout le marketing qui va avec donnent l'impression qu'avec un peu de connaissance ou un bon instinct, on peut gagner. En réalité, c'est une industrie qui se nourrit surtout des pertes des joueurs. En effet, près des 2/3 des revenus des paris sportifs en ligne viennent de personnes en situation d'addiction ou de perte de contrôle, d'après Santé publique France. En réalité, les gagnants sont très rares. Moins de 1% des parieurs remportent plus de 1 000 € par an. Et pour les autres, les conséquences peuvent être graves, perte d'argent, isolement, voire troubles dépressifs. Si vous voulez en savoir plus ou trouver de l'aide, le site d'Addiction France est en description. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.